Alors, depuis 35 ans, les éditions CEDRAP accompagnent les enseignants dans leur pratique en proposant des outils et des méthodes répondant à leurs besoins. Fondée par un conseil pédagogique des enseignants, notre ADN est d'être au plus près des besoins, que ce soit par leurs outils, par les guides formateurs, mais aussi à essayer de répondre aux interrogations des enseignants. C'est donc tout naturellement que nous avons créé cette émission au moment du confinement. Parlons-en avec CEDRAP. Nous avons plaisir à vous retrouver régulièrement pour aborder des nouveaux thèmes. Et toutes nos émissions sont sur notre chaîne YouTube ou simplement sur notre site internet. N'hésitez pas à les partager auprès de vos collègues. Aujourd'hui, nous nous questionnons ensemble sur l'écoute. Avec nous 3 invités pour répondre sur le thème du jour. Bonjour Maëlys Rousseau. Vous êtes professeure des écoles, maître formatrice en maternelle, spécialisée en arts plastiques. Vous intervenez dans la formation initiale et continue des professeurs et des écoles et êtes également membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Vous avez notamment partagé un article très intéressant, Du dessin naît la parole. Vous allez partager avec nous vos pratiques en classe sur l'écoute. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour en débattre. Merci. Cédric Forcadell, bonjour. Bonjour. Vous étiez un professeur des écoles et actuellement vous êtes directeur général des services d'une collectivité. Vous êtes titulaire d'un master conception et animation des dispositifs d'enseignement et de formation. Vous êtes praticienne à l'Institut coopératif de l'école moderne et vous animez régulièrement des formations dans des cadres divers, université, INSPE, formation continue dans les circonscriptions et notamment une conférence à Rennes en 2018 pour l'AFNAM, Coopérer pour apprendre, apprendre à coopérer, le bonheur c'est les autres. Enfin, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Dessine-moi une école où il fait bon vivre et avez marqué de votre participation d'autres ouvrages tels que L'élève pensant est un chercheur et La pédagogie freinée, une autre forme scolaire, en collaboration avec Laurent Lesquarche dans l'année de la recherche en sciences de l'éducation. Bienvenue, nous avons hâte de vous écouter. Et enfin, Jean-Charles Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de musique agrégé en collège et animé des formations à l'analyse de la pratique. Vous travaillez sur le lien entre psychanalyse et pédagogie et êtes membre actif du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Vous avez publié de nombreux articles musicologiques, de nombreux articles pour les cahiers pédagogiques et des revues pédagogiques et êtes co-coordinateur du livre Construire ensemble l'école d'après avec Sylvain Connac et Jean-Michel Zakartchuk. Merci de nous rejoindre et débattre avec nous donc sur le thème du jour, l'écoute. Alors l'écoute, un mot avec tellement de situations, de sens, de niveaux. On parle d'écoute passive, d'écoute silencieuse, d'écoute active, positive, savoir adapter son écoute. Enfin, le mot écoute, c'est vrai qu'il est vaste et il englobe quand même pas mal de thèmes. Donc il s'agit aussi d'une capacité, d'un mode de communication. Lorsqu'on parle d'écoute aussi, l'approche peut être négative parfois. Ils n'écoutent pas ou encore les élèves coupent la parole et n'écoutent pas les autres. Donc, c'est vrai que l'écoute est assez vaste finalement. Et puis, on parle bien sûr d'écoute musicale. Alors, il fallait faire un choix. Nous avons choisi donc de découper cette émission en 3 parties. Premièrement, peut-on enseigner l'écoute? Ou peut-être quelle écoute peut-on enseigner? Ça, le débat justement peut-être essaiera de répondre à cette question. Ensuite, comment enseigner l'écoute? Y a-t-il des formations, des outils, etc. Et puis, parce qu'on parle des enfants, pourquoi c'est si important l'écoute? En évoquant notamment l'interdisciplinarité, émotion, expression, culture générale, imagination, etc. Alors, justement, commençons déjà, peut-on enseigner l'écoute? Y a-t-il une définition de l'écoute? Alors peut-être un d'entre vous, Jean-Charles, peut-être une première explication de ce qu'est l'écoute ou une précision, peut-on l'enseigner? Alors, merci de cette invitation. Je ne sais pas si je suis capable de donner une définition de l'écoute générale. Un bon dictionnaire y remédiera, j'imagine. Mais en revanche, je peux peut-être dire ce que c'est pour moi que l'écoute, puisque c'est d'abord quelque chose de central dans mon métier de professeur de musique, évidemment, mais j'imagine qu'on ne parlera pas de celle-ci, c'est-à-dire l'écoute musicale. On va parler de l'écoute de l'autre, de l'enfant, de l'élève, de la personne qui est devant nous. Et on va se situer, j'imagine aussi, dans le cadre de l'enseignant qui écoute, parce que qui écoute les enseignants? On pourrait aussi se poser cette question, qui écoute les enseignants?
voire même à un deuxième niveau, qui écoute l'enseignant, qui écoute l'élève. Parce qu'écouter quelqu'un n'est jamais neutre. On n'écoute pas, d'abord, si on écoute pour chercher à répondre, on est mal parti. On écoute quelqu'un qui est devant nous et à ce titre, peut-on enseigner l'écoute? J'aurais tendance à répondre que l'on doit d'abord enseigner ou faire prendre conscience à l'élève professeur ou au futur enseignant, que finalement l'écoute, c'est une éthique. C'est-à-dire, la prise en compte d'un sujet qui est devant nous et qui, à ce titre, est un interlocuteur valable. C'est-à-dire qu'il va nous parler et sa parole a un sens, que ce soit une parole, que ce soit l'explicite et l'implicite de la parole. En ce sens, l'éthique est là pour nous dire: je suis capable, par le type d'écoute que je mets en place et par la parole que je renverrai ensuite, de cruauté, de violence, et mon éthique fait que je vais réussir, essayer, parce que c'est pas si évident que ça, c'est pas toujours évident, je vais essayer de me limiter de façon à ce que mon écoute place celui qui est devant moi en tant que sujet complet et non pas uniquement en tant qu'élève. C'est ça que si j'avais à apprendre, j'ai une petite anecdote par exemple, j'ai un tout petit peu enseigné en IUFM, c'était donc il y a quelques années, c'était en 2008 et une stagiaire me disait qu'elle était, complètement débordée par un enfant de peut-être, CM1 de mon souvenir, qui était absolument impossible, qu'il a vraiment, et elle disait ça devant le groupe complet, j'avais 25 professeurs des écoles devant moi, je crois, et après ils m'ont reparlé de ma réaction. Ça les a extrêmement surpris parce que l'exemple qu'elle donnait, c'est: rendez-vous compte, il a pris un marqueur indélébile, il a dessiné un grand cœur sur sa table. Et ma réaction immédiate a été de dire: qu'est-ce qu'il devait être amoureux. C'est-à-dire que j'ai considéré que le message envoyé avait un sens, qu'il n'était pas un sens immédiatement en attaque envers l'enseignante, que c'était un sens personnel, que cet enfant disait quelque chose et que puisqu'il dessinait un cœur, un enfant de CM1 ou CM2, il était certainement en train de vivre des émois préadolescents et amoureux. C'est ça aussi une partie de l'écoute. Et à partir du moment où je lui ai dit ça, où j'ai dit ça à cette jeune femme qui était vraiment déstabilisée et quasi pleurante, elle s'est transformée puisqu'elle a entendu que quelqu'un pouvait entendre une même situation différemment. Et donc la situation prenait un autre sens et lui permettait à elle, donc lui permettait d'entrer dans un autre type d'écoute qui n'était pas paranoïaque, par exemple. Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est un message que l'enfant me fait passer. Alors ça s'apprend par l'expérience. Je crois que Maëlys, peut-être pourrait partager avec nous, justement dans sa classe, une expérience ou comment l'écoute, elle, se manifeste vis-à-vis des élèves ou dans l'autre sens, bien sûr. Oui, moi je suis très touchée du sens que Jean-Charles donne à l'écoute en classe et qu'il commence par parler de l'écoute que nous devons à nos élèves. Parce que au fond, la question que vous posez, est-ce que ça s'enseigne l'écoute? C'est une question qui m'a paru, vous nous l'avez soumise il y a quelques jours, et qui au fond m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis aperçue que en réalité on demande aux jeunes enfants dès le début de leur scolarité, on leur demande d'être extrêmement performants dans leur écoute.
On voit que dans les programmes de maternelle, il y a plein de moments où on leur demande d'écouter. Vous en avez cité, Sandra, quelques-uns en préambule, que ce soit la langue, le professeur, une musique, une langue étrangère, puisque c'est arrivé au programme. Et au fond, il me semble que c'est vraiment une question à se poser, de savoir est-ce que nous sommes capables d'enseigner l'écoute. Et là, Jean-Charles nous a donné un très bel exemple de la manière dont on peut travailler cela avec des stagiaires. Mais je crois aussi qu'on a à se poser la question avec les élèves et les élèves très jeunes. Au fond, une question qui serait, est-ce que c'est un véritable apprentissage en classe, l'écoute, ou est-ce que ce serait plutôt une espèce de sélection qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que on va pénaliser ceux qui ne savent pas écouter, ceux qui n'ont pas appris à écouter, ou ceux pour qui c'est spontanément assez difficile. Et c'est vrai que apprendre l'écoute, Jean-Charles l'a admirablement exemplifié, c'est aussi écouter avec et écouter celui auquel on essaye d'apprendre ce geste qui est loin d'être anodin et loin d'être facile. Donc on apprend dès tout petit à être écouté et aussi à écouter ensemble. Et il me semble que c'est des éléments sur lesquels on reviendra peut-être un petit peu plus tard dans la discussion. Oui, je crois que Cédric veut réagir peut-être. Oui, absolument. Ce qui vient d'être dit à la fois par Jean-Charles et par Maëlys me paraît vraiment extrêmement important. Jean-Charles parlait d'éthique et de technique finalement dans l'écoute. Il y a un aspect éthique, il y a un aspect technique. On pourrait aussi rajouter quasiment un aspect historique. C'est-à-dire que les exigences de l'école ayant évolué par rapport aux enfants, on ne cherche plus à former le même type de citoyens, on est sans doute passé d'une école où on disait « écoute-moi » à une école où on dit maintenant « écoutons-nous ». Ce qui renvoie vraiment à finalement l'enfant qui ne serait plus vu comme un réceptacle, mais plutôt comme une personne. Jean-Charles l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, moi ça me renvoie à la définition qu'en donnait Konak. La personne, c'est l'individu qui interagit au milieu des autres. Et finalement, l'écoute, c'est ça, c'est d'arriver à entendre les autres en sachant qu'on sera entendu soi-même. Et ça, c'est une posture qui est extrêmement importante, extrêmement intéressante parce que, et là je vais renvoyer à ce que Mérieux mettait dans son dernier bouquin, le dictionnaire inattendu de pédagogie, notamment sur un article qui s'appelait Arpenter, que j'ai trouvé par rapport à ce sujet-là très très fin. Le fait d'être écouté, de se savoir écouter, ça crée la classe comme un lieu refuge. Parce qu'on sait qu'on existe et qu'on est reconnu en tant que personne. Et ce lieu refuge, ça va nous permettre d'aller arpenter, d'aller explorer le savoir, de se mettre en danger, en difficulté peut-être. Donc la posture éthique qu'on a vis-à-vis de l'écoute, c'est aussi une posture historique. En tout cas, l'éthique a évolué avec l'historique. On pourrait voir ça comme ça. Et puis dans ce que disait Maëlys, on voit vraiment l'écoute perçue comme un défi. Le défi d'apprendre à sursoir quand on est un enfant et qu'il faut taire ses propres pulsions parfois pour écouter ce que l'autre a à dire jusqu'au bout, c'est aussi un véritable défi. Et c'est un défi, Maëlys a raison d'insister, qu'on peut et qu'on doit analyser comme étant, est-ce qu'on est dans un mode de sélection, c'est-à-dire l'écoute ne sert qu'à savoir celui qui s'est déjà écouté et qui va le mieux réussir, ou est-ce qu'on est dans une position qui est tout autre, qui dit on va donner les moyens, les possibilités à chacun de savoir écouter, d'être entendu aussi. Et la question finalement sur laquelle on est en train de débattre, peut-on enseigner l'écoute? On pourrait presque poser la question inverse, peut-on ne pas enseigner l'écoute? Peut-on ne pas enseigner l'écoute? Ça veut dire, est-ce que l'écoute c'est quelque chose qui est absolument inné? Est-ce que l'écoute c'est quelque chose d'utile? L'écoute est-elle innée? On sait bien que non, l'écoute n'est pas innée. C'est un élément qui permet de s'extraire de soi et qui s'apprend. Ça c'est extrêmement important. L'écoute est-elle utile? Il y a une phrase, moi, de Lacan qui quand j'étais instit, me guidait tout le temps, c'était « La violence, c'est une parole qui n'a pas abouti ». C'est-à-dire que si on n'a pas cette capacité à savoir s'exprimer, à savoir entendre l'autre, on construit un monde violent. Donc, l'écoute est nécessairement utile. La question maintenant qu'on va peut-être pouvoir discuter ensemble, c'est effectivement quels sont les outils pour pouvoir travailler cette écoute-là, y compris avec de jeunes enfants. Oui, Jean-Charles. Oui, moi
enfin, chacun entendra bien que nous sommes tous les 3 dans un mouvement pédagogique et de pensée très proche, et que nous ne faisons qu'ajouter dans nos discours des couches, des strates, sur des pensées qui sont très communes. Et la référence que tu fais, Cédric, au dictionnaire de Philippe Mérieux, et j'ai eu la chance d'en faire la recension pour les cahiers pédagogiques, c'est sur le site des cahiers pédagogiques. C'est vraiment un livre remarquable. C'est un livre formidable, parce qu'il, effectivement, dans cet article arpenté, on va pas. Ce qui sous-tend l'ensemble du livre est l'écoute de l'autre, c'est le sujet. C'est ça la force de ce livre incroyable. Et il va, Philippe dit à certains moments que nous pouvons ne pas être à l'écoute, par exemple, en étant douanier, c'est l'utilisation qu'il utilise, en étant douanier plein de fois. On est toujours en train de demander les papiers de l'autre. Qui es-tu ? Remplis-moi ces petites cases, je vais mettre des petites croix et tout, ce qui me paraît être un autre paradigme que le paradigme de l'écoute. Et Philippe Mérieux écrit un livre magnifique là-dessus. Et je ne sais plus quel article, mais je le cite dans cette recension. Et vraiment, le point important, parce que une écoute, c'en est deux obligatoirement, c'est bien la subjectivisation. Il y a en face de nous un sujet. Et ce n'est pas simple. Moi, j'admire beaucoup les gens qui enseignent en maternelle. Pour tout vous dire, mon épouse était institutrice en maternelle. Et c'est là où on a vraiment la naissance, enfin une nouvelle naissance du sujet qui va être dans un groupe qui n'est plus un groupe familial, qui va être un groupe exogène, qui n'est plus le groupe de ceux qui ont d'abord rêvé l'enfant, puis qui l'ont fait naître, quel que soit le milieu et quelle que soit la situation affective de l'enfant. Il a de toute façon été rêvé d'une façon ou d'une autre. Et là, il va devoir aller trouver dans les premières années d'école maternelle un groupe dans lequel il va devoir, comme tu le disais Cédric, apprendre l'autre. Et c'est une citation de Sylvain que tu faisais, Sylvain Connac. Voilà. C'est ça qui me paraît l'apprentissage de l'écoute. En fait, on écoute tout le temps. Et la différence, c'est par moment on entend et par moment on écoute. Voilà. Et dès que l'autre est sujet, on l'écoute. Si on ne fait qu'entendre ce qu'il dit, on ne l'écoute plus. Pourquoi on peut penser que l'écoute est si difficile pour certains enfants? Alors, c'est vrai qu'elle est, on parlait des tout petits à maternelle, l'écoute finalement, c'est les premiers prémices aussi du langage. C'est par l'écoute qu'on va pouvoir justement aller vers le langage. Mais ensuite, par la suite, on se rend compte aussi qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de mal à écouter. Peut-être en classe, vous avez pu rencontrer aussi des élèves, Maëlys, justement, qui ont ces difficultés-là. Comment les accompagner, comment justement les recentrer peut-être, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec la concentration, mais faut-il un apprentissage particulier, une attention? On a beaucoup parlé de coopération, enfin en tout cas de faire en sorte d'estimer l'autre aussi. Oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est très difficile d'écouter. On est tellement assailli par le bruit. Je crois que c'est une phrase de Kierkegaard qui disait « Si j'étais médecin, à mes contemporains, je prescrirais du silence ». Il ne parlait pas des tout petits. Mais évidemment, dans un monde comme aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile pour les enfants de former une écoute alors qu'ils sont assaillis par énormément d'interférences. Évidemment, je pense aux écrans qui se placent entre les relations dans nos propres familles, qui se sont immiscés dans le temps que nous avons pour nos enfants. Et au sein même, au milieu de nos relations familiales. Il ne faut pas penser que ce soit anodin. Et là où je trouve que ça fait un lien parfait avec ce que disaient Cédric et Jean-Charles, c'est que l'écoute, évidemment, c'est un échange, c'est une relation, et c'est bien sûr en se sentant écouté,
que l'enfant petit à petit peut construire sa propre écoute de l'autre. Et je pense à des collègues que j'ai la chance d'avoir autour de moi qui ont une posture d'enseignante de maternelle que je trouve tout à fait admirable. Et je me dis, au fond, ce qu'elles écoutent chez leurs élèves, c'est ce qu'elles ne peuvent pas enfermer dans des hypothèses, un attendu, des réponses qu'elles attendent. C'est savoir se mettre à l'écoute de ce qui n'était pas attendu. Ce que André Breton appelle, vous savez, l'infracassable noyau de nuit que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, on est à l'écoute au final de l'autre quand on n'est pas en train d'attendre quelque chose, une réponse toute faite. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est très préoccupé d'entendre de nos enfants certaines choses et pas d'autres, ce qui peut venir nous mettre en difficulté pour cet apprentissage. Cédric, je crois. Je crois que Cédric a envie de réagir ou de compléter. Je me vois opiner du chef régulièrement à ce que tu dis. Je suis complètement d'accord évidemment avec ce que vient de dire Maëlys, et si je peux le prolonger un tout petit peu. Écouter, c'est vraiment surseoir. C'est-à-dire, écouter, c'est accepter le temps long, c'est accepter le silence aussi, c'est accepter l'imprévu, c'est ce que tu étais en train de dire, Maëlys. C'est ce qui est extrêmement compliqué sans doute dans nos sociétés où on veut maintenant tout contrôler, tout remplir, tout prévoir, tout formater. L'écoute, c'est forcément accepter l'inattendu. Donc ça, c'est déjà compliqué. Ça veut dire qu'il faut être soi-même suffisamment en sécurité pour pouvoir écouter l'autre, en sécurité par rapport à soi-même. Et ça me permet de dire qu'une autre condition de l'écoute, mais Maëlys l'a déjà un petit peu développé aussi, c'est la capacité à se sentir reconnu soi-même dans le groupe. C'est-à-dire que l'écoute ne peut exister que s'il y a expression, y compris expression de celui qui est en situation d'écoute. Donc cette question-là, avoir confiance en soi, avoir sa place dans le groupe, elle est à mon avis absolument centrale. Alors moi je ne parlerai pas de maternelle puisque j'en ai jamais fait, et puis fidèle à ce que disait Fernand Houry, je ne parle que de ce que j'ai vécu et fait. Mais en cycle 3, puisque je n'ai connu que du cycle 3, j'avais un exemple qui était vraiment très très frappant de ce en quoi l'écoute peut faire basculer la place des enfants. J'avais un élève dans ma classe que je récupère en CM1, donc j'avais toujours des CE2, CM1, CM2, ou CM1, CM2, ou CE2, CM2, mais j'ai toujours plusieurs niveaux. Et puis on me dit de cet enfant-là qu'il est en rupture totale de l'école, qu'il est violent, qu'il ne trouve pas sa place, qu'il est insolent, qu'il est mal avec les autres, etc., etc. J'avais même dû l'accompagner à la gendarmerie parce que il avait eu maille à partir avec d'autres enfants sur des temps de cantine. Donc vraiment, le tableau d'un enfant qui est en rupture scolaire, si on peut appeler les choses comme ça. Et puis dans la classe, donc c'est une classe freinée, on avait tout un tas de dispositifs pour permettre aux enfants de s'exprimer à travers le journal, à travers le Quoi de neuf, à travers les exposés, à travers le conseil de coopérative. Il va un jour produire un texte très très court, en expression libre. Je vous le lis parce qu'il est vraiment court et qu'il avait déclenché plein de choses. Il s'appelait « Ma vie noire ». L'obscur, c'est ma vie, les gens ne sont rien, mes amis sont les guides, les copains sont un amour de vie, les parents c'est la santé, et si je n'ai pas tout ça, je suis seul à jamais. 3 phrases, 3 lignes en tout cas. Le fait de l'avoir produit, le fait de l'avoir lu devant les autres, le fait de l'avoir publié dans le journal, il n'y a pas de miracle en pédagogie, il n'y a jamais de miracle en pédagogie. Mais n'empêche que ça a été un temps qui a fait basculer cet enfant dans autre chose. Parce que d'un seul coup, il était reconnu non plus seulement comme celui qui fait le bazar, celui qui est violent, celui qui est grossier, etc., mais comme celui qui a une âme. Parce que c'était un petit peu ça qu'il mettait sur le papier. Et le fait de faire ce texte-là, et puis de pouvoir en discuter derrière, puisqu'on avait toujours des temps d'échange à la fin des productions de texte, ça l'a placé différemment dans le groupe. Il s'est mis à vouloir faire des projets, il a fait des projets qui ont servi le collectif. Et finalement, avec ce moment-là, qui était sans doute un moment de bascule, parce qu'il s'est senti écouté, parce qu'il a pu s'exprimer, derrière, on avait un enfant qui s'est construit complètement différemment. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma carrière, cet exemple-là, parce qu'il était symptomatique, très fort, et puis qui s'appuyait sur un moment clé. On voit que l'écoute, se sentir écouté, se sentir reconnu, se sentir avoir une place, se sentir exister comme personne, ça nous positionne différemment comme enfant et du coup comme élève, et que ça peut vraiment, vraiment changer les choses.
Il aurait fallu, Sandra, inviter quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec nous, hein. Vraiment. Apparaissent là, dans l'écoute, des notions fondamentales pour nous trois, qui sont le groupe. Et si je voulais répondre à votre question, comment se fait-il que des enfants n'écoutent pas avec des enfants de maternelle? D'abord, je dirais, on n'écoute pas dans un groupe qui dysfonctionne. Parce que dans un groupe qui dysfonctionne, ça va être chacun pour sa peau. Ça va être, comme disait Fernand Houry, puisqu'on le cite, et c'est un tas de gens. C'était peut-être d'ailleurs Jean Houry. Je ne sais plus lequel des deux lisait ça. Au début, on a un tas de gens, un tas de personnes, et on va fabriquer avec cet tas de personnes, qui est informel, on va fabriquer un groupe, c'est-à-dire un groupe dans lequel chacun aura sa fonction, reconnue par les autres, et ses capacités de parler. Mais certains enfants arrivent avec des familles tellement dysfonctionnantes, et ça semble être, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, hein, mais ça semble être le cas, en raison de la violence sociale actuelle. Ils arrivent avec des familles tellement dysfonctionnantes que leur modèle groupal, primaire, est un modèle dysfonctionnant. Le groupe ne peut pas être pour eux quelque chose de sécure, un lieu hors menace, comme dit, comment s'appelle-t-il, le fondateur de l'AXA, Smiley, aide-moi. Je retrouverai le nom. Jacques Lévin. Jacques Lévin, merci. Comme dit Jacques Lévin, ce groupe hors menace dans lequel chacun peut se déployer. Moi, j'ai une anecdote aussi et d'ailleurs une enfant qui n'avait absolument pas d'un groupe, qui n'était pas dans un groupe familial dysfonctionnant. Une enfant qui portait presque mon prénom, je vais l'appeler Charline, parce que Jean-Charles, Charline, voilà, mais elle ne s'appelait pas Charline. Je vais masquer son vrai prénom. Tourne autour de moi, et je le dis comme ceci, elle est en 6e, je suis son professeur principal, elle tourne autour du piano, elle ne peut pas avoir accès à moi, parce que plein d'élèves sont là à la fin du cours et essayent de parler. Bref, voilà. C'est une classe absolument merveilleuse, mais qui a déjà vécu le départ de 2 élèves, c'est beaucoup en 6e, c'est rare, qui a vécu les attentats, donc y compris celui de Bruxelles, qui nous a forcés à annuler une sortie scolaire, et qui a vécu très douloureusement le décès d'un collègue, de leur professeur de français. C'est une classe avec qui j'ai fait beaucoup de conseils d'élèves pour pouvoir parler et être écouté, et vider les toilettes, quoi. Comme disait encore une fois Fernand Houry, le conseil, c'est un rein qui permet d'épurer, quoi, qui permet de... Voilà. Et cet élève ne peut pas me parler, laisse sur mon piano un mot dans lequel elle dit, je crois que c'est exactement ça: Monsieur, comme vous le savez, je suis stressé. Mes parents ne me croivent pas. Elle est en 6e. Peut-être vous devriez les appeler. Alors voilà ce qu'elle me dit. Donc j'écoute un message différé, puisqu'il est écrit. La première chose que je fais, intuitivement, c'est de me dire que je ne dois pas répondre. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est en 6e. Et elle se met dans la posture de l'injonction à un adulte. Ça, ce n'est pas normal. Une enfant qui a absolument aucun problème. Et donc, je diffère, je garde le mot, je n'appelle pas ses parents, et je lui en parle doucement, une fois de temps en temps. Tiens, pourquoi m'as-tu dit ça? Et puis, ça dure 1 mois. Et puis, je finis par appeler sa mère. L'élève, Charline, je crois, je l'ai appelée, vit une scolarité magnifique. J'appelle sa mère, je lui dis: «Écoutez, j'ai promis à votre fille que j'allais vous appeler. Alors je vous appelle, mais j'ai rien à dire». Et on discute une demi-heure, c'était fort sympathique. On discute quand même des angoisses de Charline, et elle a été rayonnante, la gamine, après. Elle est venue me voir, mais épanouie, en me disant: «Mais vous avez appelé ma mère?» «Oui, mais tu t'es rendu compte», et ça je ne lui ai pas dit, que j'avais mis 1 mois. C'est-à-dire que je n'avais pas répondu à ton injonction. C'est-à-dire que j'ai quelque part, j'ai eu la chance de discuter de ça avec un éminent psychiatre, pédopsychiatre, qui s'appelle Pierre Delion, et qui a pris un texte que j'avais écrit sur cette histoire et qui me l'a décortiqué. C'est absolument magnifique. Il m'a dit: tu as civilisé cet enfant.
C'est-à-dire que clairement, elle a une demande qui va au-delà de la relation pédagogique. C'est-à-dire, elle essaye une emprise sur toi. Mi-sixième, elle est quasiment adolescentable, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'elle va entrer dans un système de séduction et elle essaye sur moi. Tout à l'heure, j'ai dit, elle tourne autour de moi. Et je l'écoute, mais je ne l'écoute pas avec mes oreilles, je l'écoute avec une troisième voix qui est celle de dire, qui est une espèce de petite lumière qui s'ouvre. Pardon, je prends beaucoup la parole là, mais l'histoire, je trouve, vraiment m'a beaucoup appris, qui est de dire, attention, là, il y a une écoute qui t'oblige à différer ta réponse. Et en différant ma réponse, comme tu disais, Cédric, en fait, je quitte le domaine de l'impulsion. C'est fondamental. Surtout, alors les adolescents, ils sont là-dedans tout de suite. Ils sont dans la pulsion. Et il faut les civiliser. J'utilise ces termes techniquement, je n'ai aucun jugement sur eux. Et finalement, qu'est-ce que m'a appris cette affaire? C'est que chacun sa place. Et écouter, c'est aussi dire à l'autre où il est. C'est aussi l'écouter, mais écouter aussi comment il s'écoute lui-même. C'est quoi sa propre vie? Comment il écoute sa propre vie? Alors, est-ce qu'on est dans le domaine pédagogique? Oui. Est-ce qu'on est dans le domaine psychologique? Non. Et ça, on a tendance, Cédric cite Lacan, moi je cite Pierre de Lion, et puis voilà, et Fernand Houry, qui est quand même le frère de Jean, qui était un immense psychiatre à Sainte-Anne, successeur d'ailleurs de Lacan à Sainte-Anne. Et nous ne sommes pas psy. J'ai une belle formation là-dessus, sur l'écoute psychanalytique, mais je refuse d'être dans une interprétation psychanalytique. Je peux par moment adopter une attitude interprétative qui va me permettre de poser des hypothèses pour avoir une action pédagogique. C'est ça aussi notre écoute, savoir la limiter. Et je crois que Cédric veut compléter peut-être, et puis après on passera au thème suivant, ce qui va être compliqué après tout ce qu'on s'est dit. Mais... Alors, je vais faire très très court, mais ça complète exactement ce que vient de dire Jean-Charles. Ce côté écoute du professionnel, c'est-à-dire qu'on ne doit pas écouter n'importe comment. On écoute effectivement, tu as raison, en tant que pédagogue. Et alors pour alimenter ça, je vais justement citer Jean Houry qui disait que la parole ne peut exister que dans des lieux qui la protègent et la stimulent. C'est-à-dire que c'est bien à l'enseignant de réfléchir comme un enseignant dans sa classe pour créer un écosystème de classe avec des lieux, des temps, des personnes, des institutions qui permettent la libération de la parole et qui permettent aussi une écoute. Et comme tu le dis, on n'est pas psy, donc il ne faut pas être dans cette espèce d'écoute interprétative. C'est ni le lieu, ni le moment, ni la personne pour mener. Mais par contre, il faut bien se positionner en tant qu'enseignant. Et en tant qu'enseignant, c'est-à-dire celui qui est garant de l'écosystème classe. Et comment est-ce qu'on peut construire cet écosystème classe? Je pense que ça va être, alors sans mauvaise transition, mais sans doute la deuxième partie de cet entretien. On peut enchaîner directement avec la deuxième partie, effectivement, où on essaie de savoir, on a essayé de voir, peut-on enseigner l'écoute? On a finalement aussi parlé de beaucoup de situations d'écoute. Et finalement, à travers tous ces exemples, etc., on a pu presque donner des définitions, en tout cas, quel est l'objectif de l'écoute. Alors, comment l'enseigner, justement? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que, alors déjà, vous avez des pratiques, j'imagine, en classe, donc vous avez peut-être des stratégies. Est-ce qu'elles sont liées à un objectif? Donc, parce qu'on a vu plusieurs situations, l'écoute finalement c'est très lié à, on parlait d'écosystème effectivement qui est important. Donc je ne sais pas, Maëlys, est-ce que vous par exemple vous avez dans votre pratique des outils où vous dites tiens on va faire une séance d'écoute, ou c'est justement non, c'est partagé dans votre quotidien, je dirais. Un peu comme l'oral parfois, bien que maintenant, c'est vrai qu'on fait vraiment des séances d'oral. Mais voilà, comment l'écoute vient dans votre classe s'enseigner Alors, merci pour cette question. Oui, comme les collègues, moi, je crois que j'essaye, pour enseigner l'écoute, sans mauvais jeu de mots, j'essaye de mettre à l'écoute des besoins des jeunes enfants. Et comme nous le disions, effectivement, il est très difficile
pour eux de se mettre à l'écoute parce que d'une certaine manière, c'est surseoir à d'autres activités, à d'autres sources d'intérêt qui peuvent être plus immédiates. Alors, on essaye bien sûr d'être progressif, c'est-à-dire déjà de se dire que il faut que l'enseignant soit raisonnable sur le temps d'écoute demandé aux élèves, parce qu'effectivement, la posture de l'enseignant, c'est certes d'être à l'écoute des besoins individuels de ses élèves. Donc, on peut avoir, par exemple, si je prends l'exemple du quad 9, voilà, on peut avoir un jeune élève qui a très envie de prendre la parole longtemps le matin pour raconter quelque chose de très important qu'il a vécu la veille. Et en même temps, il y a les besoins du groupe. Le besoin du groupe, il est de pouvoir aller faire une activité physique pas trop longtemps après, ou de jouer. Ou qu'on l'entende ou que la parole circule. Donc, c'est déjà d'essayer d'être un petit peu raisonnable sur ce qu'on attend des élèves et savoir que ce temps raisonnable, il varie selon les jours, l'âge des élèves. Voilà. Et donc, il faut que l'enseignant se branche aussi, se mette à l'écoute de son groupe. Je sais qu'au collège, il y a le fameux bruit de la trousse là qui est assez révélateur, hein, mais nous, en maternelle, on a le bruit des scratchs, des petits pieds sous le banc. Donc là, ça veut dire qu'attention, il faut passer à autre chose. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les rituels qui nous aident. Donc, ça peut être utiliser une posture physique particulière, demander d'avoir les mains sur les genoux ou que l'enseignant rappelle sa consigne par un geste, une petite comptine avant l'histoire, quelque chose qui laisse le temps aux petites oreilles de se brancher sur un certain canal pour se mettre en route dans l'écoute. C'est aussi des aides comme utiliser l'image, hein, et ça, c'est pas nouveau. L'album, par exemple, de littérature jeunesse emploie l'image depuis très longtemps pour soutenir l'écoute des histoires. On peut aussi donner une petite tâche. Quand je parlais du quad 9, par exemple, moi, je demande à mes élèves de réfléchir à une question qu'ils pourraient poser à leurs camarades, ce qui les aide à écouter avec un petit peu plus d'attention parce qu'ils savent qu'après, il y a quelque chose qui est demandé. Ou alors, on connaît nos petits jeux, le petit jeu de pigeon-vol qui est un jeu très, très ancien où, par exemple, on doit réciter la comptine des nombres et il faut bien écouter tous les camarades pour pouvoir prendre sa place dans le groupe. Donc, le jeu, c'est aussi, il y a le fameux jeu de Jacadi. Voilà, tout un tas de pratiques qui sont très anciennes, très bien connues des enseignants qui appartiennent, enfin, je ne sais pas si on voulait être de bons élèves et faire une petite fiche de préparation. Je ne sais pas exactement dans quel domaine disciplinaire on les inscrirait, mais il n'empêche qu'ils font partie de notre tradition d'éducation des enfants depuis très, très longtemps. Je n'ai pas cité les comptines, mais c'est évident, font partie de la culture enfantine depuis très longtemps et qui sont là pour créer, enfin, pour apprendre l'écoute et qu'il faut pas oublier. Et oui, voilà. De toute façon, le terme aussi est revenu, groupe écosystème. Il s'agit de faire en sorte que l'enfant soit en situation de hors menace, quoi. Et s'il est en situation de hors menace, il ne sera pas en réflexe d'attaque, parce que finalement, ne pas écouter, c'est attaquer l'autre. C'est une simplification, mais ça revient à cela. C'est nier l'autre. Mais l'enseignant aura d'autant plus la capacité d'enseigner l'écoute qu'il sait lui-même écouter l'autre.
dans un isomorphisme, si je sais faire, je saurais faire faire. Et j'anime des ateliers d'analyse de la pratique où l'on écoute, qui sont des analyses de pratique. Il ne s'agit pas d'analyse de pratique pédagogique, mais de vécu, de situations difficiles, de mal vivre de la part des collègues qui sont là, ou dans un cercle, c'est-à-dire que nous sommes tous à égale distance du centre, où les règles sont établies de non-critique, non-jugement. Ça, on l'apprend aux élèves. Non-critique, non-jugement, non-attribution, non-sollicitation par le « tu », par exemple, des collègues. On va permettre à un collègue de s'exposer et d'exposer une situation qui lui pose problème, quelquefois fort douloureuse. Moi, j'en ai vécu, j'ai exposé dans la formation que j'ai reçue là-dessus, et c'était pas facile. Et l'écoute que l'on demande aux collègues, et c'est cette écoute hors jugement qui est très complexe. C'est-à-dire, si je t'écoute sans te juger, je te laisse exister tel que tu es. Il va de soi qu'il y a des limites de la loi. C'est évident. Mais dans le cadre de la vie quotidienne, je peux t'écouter tel que tu parles. Et on s'aperçoit qu'on a toujours, dans le cadre, par exemple, d'un enfant qui vient exposer un problème que l'on doit écouter, un cheminement à peu près identique, qui est d'abord le dire d'une blessure. Il doit passer par là. Donc je dois écouter sa blessure. Mais quelle que soit la forme que prend son langage, et c'est souvent spiralaire, à savoir on n'y comprend rien, recommence doucement, je n'y comprends rien, non, continue à parler, et puis ça va bien venir à un moment. Et l'intérêt de la technique que j'utilise, qui a été développée par l'ACSAS, l'association des groupes de soutien au soutien, soutenir ceux qui vont ensuite soutenir les enfants, soutenir les souteneurs, disait Jacques Lévin, c'est qu'ensuite on va penser à la place de l'autre. Alors penser, vous l'écrivez avec un E ou avec un A. C'est la mode maintenant d'écrire l'un ou l'autre, depuis l'ouvrage de Bernard Stiegler, Penser avec Greta Thunberg, avec un A donc. Et donc, on va se mettre à la place, on va imaginer être à la place de celui qui a exposé pour qu'il entende d'autres pensées à sa place. Et l'écoute qu'on a de lui-même, qui est une écoute d'une personne enquistée dans un problème, il va se rendre compte que le problème est pensable. C'est ça aussi, écouter, c'est rendre des problèmes impensables à un moment, et y compris pour des élèves. C'est transposable en classe. Rendre un problème impensable, pensable. Et ensuite, on peut travailler sur qu'est-ce qu'on va faire. Comment faire? De ma place, je peux te dire ceci, de ta place, tu feras aussi. Et pendant ce confinement si difficile, je l'ai appliqué avec des parents d'élèves qui m'appelaient désespérés, quoi. D'abord écouter, ensuite chercher la logique de la situation avec eux, puis trouver du modifiable. Et vous avez un apaisement, ça c'est une forme d'écoute qui peut s'apprendre, je crois, de la part de l'enseignant, et qui diffuse ensuite chez l'élève. Oui, Cédric? Oui, je voulais prolonger un petit peu ce que venaient de dire Maëlys et Jean-Charles en reprenant finalement un petit peu l'introduction de Jean-Charles sur l'éthique et le technique. Le technique, on voit très bien, et Maëlys l'a parfaitement introduit, la nécessité de la loi et des règles dans la classe. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la citation d'Oury, l'écoute ne peut exister que dans un lieu où on est protégé. Cette protection, elle existe parce qu'il existe des lois qui sont connues, qui sont stables, et des règles qu'on peut discuter et co-construire. Elle existe aussi parce qu'on a des institutions symboliques qui sont ritualisées et qui sont rassurantes par les enfants, qui vont scander leur journée, sur lesquelles ils savent qu'ils peuvent se reposer. Donc ça, c'est l'aspect technique. Et puis, il y a un aspect éthique que vient de soulever aussi Jean-Charles, qu'on pourrait résumer par la phrase de Rousseau qui disait que les moyens doivent contenir leur propre fin. Autrement dit, on ne peut pas enseigner la démocratie par la dictature, comme on ne peut pas enseigner l'écoute par la mise au silence forcé. Et donc, dans la posture du maître, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet vicariant, c'est-à-dire que les enfants vont s'y reproduire notre propre façon d'être, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas d'ailleurs. Dans notre propre
acceptation de notre propre écoute de l'expression des enfants, on est en train de fabriquer quelque chose dans le groupe. De la même façon que quand on a par exemple un conseil de coopérative. Alors moi, les conseils de coopérative, j'aimais bien au début être le président du conseil de coopérative, au moins sur le premier, pour, par l'effet vicariant, montrer un petit peu quelle attitude on pouvait avoir sur l'accueil de la parole des autres, et puis sur la délibération aussi qui se crée, parce que l'écoute, c'est aussi ça, c'est aussi générer de la délibération. Si je t'écoute et si tu m'écoutes, on va confronter deux altérités, et de ces deux altérités, il doit pouvoir ressortir quelque chose. Si on se met dans des situations qui peuvent exister dans tout un tas de conseils où on pense qu'il suffit de mettre des points à l'ordre du jour et puis de voter dessus pour qu'on ait terminé, qu'on ait fait le travail de formation du citoyen, je pense qu'on se trompe. Le vote ne résout rien. Par contre, le vote qui permet derrière de rediscuter sur les raisons du vote, par exemple, au lieu de voter sur un point en disant qui est pour ce truc-là, on peut commencer qui est contre. Et chaque personne contre explique pourquoi elle est contre. Le but du jeu n'est pas de trancher la situation, mais plutôt de dire il existe des alternatives à la proposition qui a été faite et qui peuvent venir enrichir la première proposition. Et comment est-ce qu'on se nourrit de ces alternatives pour aller rechercher un consensus? Parce que la démocratie, c'est ça, je ne vais pas revenir sur la définition que Ricky a donnée, mais c'est vraiment reconnaître qu'on a des alternatives et puis essayer de créer le consensus. L'écoute, elle se joue aussi là-dedans, et ça, c'est de la technicité, petit 1, mais c'est aussi de l'éthique, c'est-à-dire du positionnement du maître par rapport à ce groupe et par rapport à la circulation, l'acceptation des paroles des uns et des autres. Oui, je rebondis très vite rapidement parce que il faut bien voir le sens des mots, et vicariant est un mot formidable que j'ai beaucoup rencontré dans mes études de musicologie puisque j'étais spécialiste de la musique religieuse du XVIIe siècle où on utilisait le terme vicarier, c'était passer d'une église à une autre, d'un diocèse à un autre. C'était les vicaires qui faisaient ceci, donc d'où le terme vicarier, et qui étaient des gens formés à l'écoute également. C'était ça. Et ça rejoint l'idée de l'arpenteur dont tu parlais tout à l'heure, de l'article de Philippe Mérieux. Et du coup, je voudrais aussi, puisqu'on est là aussi pour peut-être pour donner des références, il y a un livre magnifique qui reprend deux des termes que tu utilises aussi, Cédric, c'est l'école, le désir et la loi. C'est sur Fernand Houry, de Claude Mouchet et Raymond Bénévent, où tous ces concepts de pédagogie institutionnelle, en fait, là, que l'on travaille, c'est-à-dire la pédagogie institutionnelle, c'est un trépied, hein, c'est la pédagogie freinée, le groupe et l'inconscient. Voilà, c'est ça la pédagogie institutionnelle, freinée, ayant des réserves certaines sur l'inconscient. Mais moi, je pense plus sur un quiproquo que sur autre chose. J'ai jamais réussi à comprendre en fait leur différence. Enfin, passons. Et dans ce livre, tous ces concepts sont expliqués. C'est un livre conséquent qui en plus montre aux collègues actuels l'incroyable discussion pédagogique qu'il pouvait y avoir dans les années 60. Mais on est tout petit. Hein. Alors c'était certainement réservé à des tout petits groupes également, mais vraiment les réflexions pédagogiques étaient formidables, vraiment formidables. C'est dans les années 60, donc au moment de la scission entre Freinet et Fernand Houry. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu plus court et j'ai fait un peu plus long. Pardon. Ah, je ne sais pas si Cédric veut compléter ou, ou réagir, non, comme non. On va passer à la... Oui. 2 secondes peut-être, mais pour taquiner un tout petit peu, puisqu'on est dans les références et que Jean-Charles le disait en introduction, et j'étais assez d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'on peut aussi se poser la question d'une institution qui est capable d'être à l'écoute de ses propres enseignants. Et comme on est dans le placement de produits, j'en ai un à placer d'un très bon copain à moi, Sylvain Grandserre, qui a écrit un bouquin, Un instit ne devrait pas avoir à dire ça, qui voilà justement est un cri de rage, il le met sur son livre, d'un enseignant qui ne se sent plus écouté par son institution. Et c'est compliqué d'être soi-même en position d'écoute quand on ne se sent pas écouté, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Alors, ça va être difficile de passer au troisième thème, parce que je crois que finalement, on a tout balayé. Pourquoi c'est si important l'écoute? Alors, je crois qu'on l'a largement évoqué. On peut peut-être continuer du coup sur ces thématiques. On sait pourquoi c'est important.
moi, il y a une question que je me posais parce qu'on a parlé aussi quelque part de discipline. Est-ce qu'il faut absolument de la discipline pour avoir une bonne écoute, ou est-ce que voilà, sans discipline, je parle d'autorité là, hein, de quelque chose de plus autoritaire. Est-ce que c'est indispensable pour une qualité d'écoute justement, pour enseigner l'écoute? Je ne voudrais pas dynamiter le plan. Je l'ai fait exprès, parce que c'est vrai que la troisième question, on l'a déjà de toute façon balayée à travers les propos. C'est pour ça que j'entame autre chose. Donc, allez-y. Tout à fait. Et surtout, c'est le genre de sujet qui est tellement complexe, enfin, et je ne sais plus où je voulais aller. Oui, sur ce que Cédric vient de dire, en fait, qui est fondamental. Enfin, ça s'appelle la fonction phorique. Phorique, qu'on a dans métaphore, et qui est la fonction de soutien. C'est ça l'écoute aussi. Parce qu'on vient de dire beaucoup, c'est ça l'écoute, hein, mais on a donc des définitions multiples. Et effectivement, on est dans une période où les enseignants sont particulièrement... Je le dis alors que je pars en retraite dans 3 mois. Voilà. Donc moi, je commence à me soulager de ça, quoi. Mais je vois l'immense souffrance, quoi. On va pas à la mine, hein, on n'a pas l'espérance de vie d'ouvrier broyé et tout, mais il n'empêche qu'il y a des souffrances institutionnelles inadmissibles, et cette fonction de phorique est incroyablement mise en mal, alors que c'est une fonction d'écoute. Vous savez, c'est le roi des aulnes qui porte l'enfant. Écoutez le roi des aulnes de Schubert, c'est l'une des œuvres les plus belles de l'histoire de la musique. L'enfant meurt à la fin. C'est-à-dire, on peut écouter, mais on finit par étouffer. De la fonction phorique de soutien, de l'écoute, et on en revient au problème de l'éthique, à l'emprise, il n'y a qu'un pas. Il peut être facilement franchi. Et là, il y a un petit livre on cite beaucoup de livres, hein, mais écoutez, il faut lire. Moi, je passe ma vie à ça, et ça aide quand même beaucoup. La fonction phorique de Pierre de Lyon, c'est chez Hérès, je ne sais plus exactement, ou qui explique vraiment ça et qui commence par ça, quoi. Comment peut-on, enseignant, réussir le mieux possible, enfin, quelle force il faut pour mettre au point ce que des personnes comme Cédric ou Malice ont pu mettre en place encore dans leur classe, quoi, alors que la violence institutionnelle et l'écoute institutionnelle est tellement déficiente, quoi. Et on aura beau, je veux dire, on peut augmenter les salaires de 25%, ça sera très bien, hein. Enfin, moi, c'est trop tard, mais ça sera très, très bien. Mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas possible, ça. Je rappelais qu'effectivement, tous les trois, vous avez largement exposé comme quoi il fallait d'abord donner l'exemple et savoir écouter. Et effectivement, là, l'écoute peut-être elle n'est que dans un sens, ou il n'y en a pas même, peut-être. En tout cas, c'est le ressenti largement exposé que vous avez mis. L'écoute aussi, c'est peut-être un moment de, c'est pas un aboutissement, on sent que c'est quelque chose qui est au centre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette écoute après. Voilà, c'est pas la fin d'une course, l'écoute. C'est un moment dans une action, dans une activité. Maëlys, peut-être une réaction aussi, je crois, à ce qui vient d'être. Alors, moi, je n'ai pas de réaction, je souscris à ce que les camarades ont dit. Voilà, j'utilise ce mot à dessein de solidarité, voilà, qui appartient aussi à l'histoire de notre métier. Mais donc, oui, bien sûr. Mais je n'ai rien à ajouter sur ce point, hein. Il me semble que c'était parfaitement clair. Mais je réagissais à votre question. Il me semble, vous parliez de discipline. Faut-il de la discipline pour écouter? Et il me semble qu'en réalité, depuis le début de cet enregistrement, on ne parle que de ça, hein, d'instaurer, d'installer, de construire en réalité une discipline fondée sur l'écoute mutuelle, sur l'écoute en groupe, et de s'interroger sur quelles sont les conditions dans lesquelles on peut s'écouter en classe. Et effectivement, vous avez raison, c'est pas un prérequis. La discipline pour installer l'écoute, c'est par l'écoute qu'on installe
une certaine discipline. C'est en se disciplinant qu'on arrive à écouter. C'est en étant écouté que l'on peut également ouvrir ses oreilles à l'autre. Et c'est le travail constant de la classe et c'est même le nœud, en tout cas alors là, je peux parler que de la manière dont je pense, disons, la vie commune dans ma classe depuis le début de l'année avec mes petits élèves. Je la pense comme cela et ils l'apprennent comme cela, c'est-à-dire que se passe-t-il si on se met à tous parler en même temps? On ne s'entend plus. Ma parole n'a plus de valeur, etc. C'est très simple, mais c'est uniquement sur quelques petites phrases comme ça que on installe ce que d'autres ont pu appeler la discipline. Oui, Cédric. Oui, pour rebondir encore une fois, alors je souscris évidemment totalement à ce qu'a dit Jean-Charles et je vais rebondir à la fois sur ce qu'il a dit et sur ce que vous avez dit aussi Sandra et prolonger un petit peu la pensée de Maëlys. Il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. L'autoritarisme, je pense que Jean-Charles en a parlé. Voilà, l'autorité, c'est bien celui qui autorise, qui rend aussi auteur, c'est celui qui devient aussi auteur, celui qui a autorité. On a toujours autorité en tant que quelque chose, en tant qu'on est responsable de quelque chose. Donc finalement, dans des systèmes coopératifs comme peuvent exister dans la pédagogie Freinet, mais pas uniquement d'ailleurs, il y a cette question-là qui est posée. La question de qu'est-ce qui fait autorité et comment je permets aussi à des enfants d'avoir autorité en tant que responsable du conseil, en tant que responsable du temps de parole, en tant que responsable des poissons rouges, peu importe. Et ça permet la parole. Et que fait-on de cette parole, puisque c'était un petit peu, que fait-on de cette écoute, en tout cas, c'était la question que vous reposiez. J'ai un exemple à donner qui me paraît, encore une fois, assez intéressant. Pendant des années, dans mon école, on pratiquait ce qu'on appelle le message clair. C'est un Dominique Jasmin, Konak l'a pas mal popularisé, c'est-à-dire c'est un système un petit peu de médiation qui sert principalement, on peut se le dire quand même, à régler les conflits, notamment dans des cours de récréation, où on apprend aux enfants à exprimer ce qu'ils ont ressenti sur un événement particulier, à faire entendre à l'autre ce qu'ils ont ressenti et à voir si l'autre a compris. Globalement, je schématise à grands traits. On avait donc formé des enfants dans l'école, on avait des médiateurs qui permettaient de faire exister ces messages clairs entre les enfants qui le souhaitaient, en se disant que ça allait permettre de résoudre tout un tas de difficultés et puis que ça participait aussi justement de la compréhension de l'altérité. Des messages clairs, on en avait 10 par récréation. Donc à partir de là, on peut faire un constat. Soit on se dit ça marche très très bien, puisqu'on en a 10 par récréation, c'est que donc il y a une véritable nécessité, soit au contraire, on peut se dire que ça ne marche pas du tout, puisqu'on a des conflits en permanence. Petite parenthèse très rapide, moi je trouve que le conflit est salvateur, à partir du moment où on est capable de le civiliser. Mais il ne faut surtout pas mettre le conflit sous le tapis en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, c'est excellent qu'il y ait des conflits. Donc de ce point de vue-là, le message clair est intéressant. Par contre, se posait toujours la question de difficulté, de rapport entre certains enfants qui pouvaient exister. On a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de soigner ou d'essayer de travailler sur les conséquences, on a essayé de réfléchir aux causes. Et finalement, les causes, c'est qu'une cour de récréation, je schématise encore une fois, c'est un terrain de foot avec des gens qui jouent à l'intérieur et des gens qui essaient de survivre en périphérie, ce qui crée pas mal de difficultés. Et donc, on s'est demandé comment est-ce que chacun pouvait avoir sa place de reconnu sur ce temps-là, par exemple, de la récréation. Dans des conseils de coopératives qu'on avait dans chaque classe, on a pu faire poser ces questions-là aux enfants et ils ont pu, eux, retravailler sur un plan de l'école avec tous les lieux qui pouvaient être utilisables, toutes les ressources qui pouvaient être utilisables, toutes les envies qu'ils pouvaient avoir. Et on est allé au bout de cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on les a écoutés, on a fait en sorte de les entendre aussi. Et on s'est retrouvé avec une cour de récréation dans laquelle les enfants pouvaient faire du piano, parce qu'on a récupéré des pianos, du baby-foot, des Lego, des caplas, du tennis, on avait même pris un terrain de tennis mobile, de la coiffure, de la peinture, de la lecture, bref, tous les possibles à partir du moment où ils étaient en capacité de construire un projet pour nous expliquer de quoi ils avaient besoin, sur quel temps, avec quel encadrement, etc. etc. Que croyez-vous qu'il se soit passé? On n'avait quasiment plus de messages clairs derrière. Parce que les conflits violents qui pouvaient exister parfois étaient éteints parce que chacun était reconnu. Il avait un temps, une place où il pouvait exister. Exister en tant que meneur d'un projet, exister aussi en tant que participant d'un projet qui l'intéressait. Et donc finalement, pourquoi je parle de ça? C'est parce que quand on se sent écouté,
quand on se sent écouté pour de vrai, c'est-à-dire que cette écoute est prise en compte dans les actes, notre rapport à l'école, notre rapport au groupe, notre rapport aux autres évolue complètement. Et finalement, c'est ce que disait aussi Jean-Charles tout à l'heure, quand on est agressif, c'est souvent en défense de quelque chose. Mais quand on n'a pas besoin de se défendre parce qu'on est dans un lieu refuge, pour en revenir à ce que disait Mérieux, eh ben, les choses se passent très très bien. Et on avait des choses qui étaient vraiment extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Donc voilà ce qu'on peut faire de la parole, par exemple. C'est formidable. C'est... je ne sais pas si vous voyez, Sandra, qu'on vous décrit, et là en particulier, mais Maëlys pourrait faire la même chose, des écoles de rêve, quoi. C'est vraiment incroyable, et on n'a pas cité une personne qu'on a citée entre nous juste avant, qui est Germaine Tortel. Moi, je dis à tout le monde, allez voir la pédagogie de Tortel, qui est une pédagogie du désir aussi. Et c'est-à-dire, il faut bien comprendre que ces mots ne sont pas neutres. L'école, le désir, la loi. Tout à l'heure aussi, Maëlys, tu as utilisé le mot discipline, mais c'est pas autorité. Et je sais que c'est pas du tout dans ce sens-là que tu l'utilisais. On peut se discipliner soi-même et faire en sorte que nos pulsions, qui sont des choses de l'instantané, de l'immédiateté, se transforment en désir, c'est-à-dire le désir, c'est à grands traits une pulsion différée. Je vais avoir suffisamment de force civilisationnelle en moi pour pouvoir différer une pulsion et la transformer en désir qui pourra se réaliser ou non. Ça me semble formidablement intéressant. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel, en fait. Je vais profiter de ça. Non, vous avez un bel article dans le numéro 500, de mémoire, c'est le numéro 536 des cahiers pédagogiques sur Germaine Tortel. Le 535, c'est celui que j'ai sur l'art, et l'article devait être dans celui-ci, donc c'est dans le numéro suivant. Ça doit être le 536, je crois. Il y a un bel article sur Germaine Tortel, et allez voir ça, c'est tellement beau et donc je voudrais lancer un appel, et je vous donne une primeur, on va lancer très très prochainement avec les cahiers pédagogiques un dossier sur le groupe, mais pas le groupe qui travaille. J'entends par là, pas le travail en groupe. Ça sert à quoi le groupe? Voilà. Et donc, les copains sont en train d'en discuter aujourd'hui, en ce moment. L'appel à contribution va bientôt être sur le site. Donc, si en avril 2022, vous avez des articles, parce que si on écoute ça dans 10 ans, ça c'est plus la peine, hein, ça sera fait. Donc, si en avril 2022, vous avez des choses à dire sur le groupe, et la façon dont le groupe vous aide ou vous empêche de vivre votre métier, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. On relaiera ça et on transformera ça, votre désir d'article, en article. Voilà, et vous serez à l'écoute donc de ces retours-là. Totalement. Totalement. Alors, on a dépassé l'heure, pas de beaucoup. Je vais donner peut-être la parole à Maëlys pour un dernier mot, et puis ensuite à Cédric. Et on va conclure peut-être. Ça va être difficile de conclure parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses passionnantes. J'ai pris des notes, mais j'avoue que je ne sais plus les recentrer parce que tout m'a semblé tellement à sa place et important que c'est compliqué de conclure. Mais je vous laisse, Maëlys, quand même dire quelques mots pour rebondir ou pour conclure sur ce qui a été dit, et puis Cédric pour terminer. Oui, alors c'est Jean-Charles qui m'offre une belle conclusion parce que il vous a parlé de Germaine Tortel. Je voulais vous dire un mot sur cette dame qui était inspectrice des écoles maternelles des années 40 à 70 et qui a créé une pédagogie qu'elle appelait pédagogie de l'initiation, où les élèves, les petits élèves de maternelle étaient profondément écoutés puisqu'ils co-construisaient ensemble et avec leur maîtresse des projets d'envergure qui les tenaient en haleine toute l'année et leur permettaient de résoudre de multiples problèmes pour aller au bout de leur propre projet, leur projet de groupe. Et par l'entremise de tous ces problèmes, évidemment, ils construisaient plein d'apprentissages tout au long de l'année. Et Germaine Tortel a écrit un de mes textes pédagogiques préférés où elle disait écoutez-les
écoutez les crayons en main et notez tout ce qu'ils vous disent. Voilà. Merci Maëlys, c'était une très belle conclusion. Cédric, un dernier mot? Ouais, un dernier mot, 3 derniers mots en fait, mais je vais faire très très vite. Le premier, pour prolonger ce que vient de dire Jean-Charles, ne croyons pas que l'écoute, c'est la promotion de l'enfant roi. Ne confondons pas pulsion et désir. Je crois que ça, c'est extrêmement important. L'enfant roi, c'est celui qui vit dans la pulsion. Ce dont on est en train de parler, c'est bien la construction du désir. La pulsion tue le désir si la pulsion est assouvie tout de suite. Le désir, il y a un temps de sursis, un temps de latence, un temps de construction. Et c'est bien dans cette écoute-là, dans une écoute professionnelle et pédagogique, qu'il faut donc se situer. Ça, c'était la première chose. La deuxième, il y a une écoute dont on n'a pas parlé, et puis je fais un petit salut parce que c'est quelqu'un qui est de Rouen, qui avait travaillé sur ce concept-là, c'est celui d'écoute furtive. L'écoute furtive, c'est Sophie Briquet-Duhas, qui est professeure en sciences de l'éduc à Rouen, qui l'avait développé, notamment dans les classes multi-âges. Et ça montre en tout cas l'intérêt d'avoir des classes multi-âges, c'est-à-dire que les petits, quoi qu'il arrive, bénéficient toujours un petit peu de ce qui se passe avec les grands. Et puis je veux juste terminer sur une idée qui je pense va nous rassembler au moins tous les trois, c'est l'intérêt de travailler avec des mouvements pédagogiques, parce que c'est justement des lieux où on peut s'écouter, partager, échanger, qui sont bien loin parfois du conformisme des animations pédagogiques et des choses qui se passent en constellation, etc. Aller dans les mouvements pédagogiques. Si je peux juste dire une chose, c'est ça, peu importe lequel, mais au moins trouver des lieux où vous pourrez travailler votre professionnalité en échangeant et en travaillant à partir du réel, à partir des envies, des désirs de chacun aussi. Et j'en ai fini. Merci infiniment en tout cas d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que je vais laisser la conclusion telle que vous l'avez laissée là parce que je ne saurais faire un résumé de tout ce qui a été dit. On a parlé beaucoup de l'école, mais j'ai la sensation que finalement tout ce qui a été dit, ça peut être là dans la vie de tous les jours, dans les bureaux, dans n'importe quel endroit. L'écoute, c'est une question de civilité aussi finalement et de savoir-vivre. En tout cas, c'est nécessaire dans notre quotidien, donc il faut démarrer dès tout petit. On voit bien que ça s'apprend finalement. En tout cas, on peut donner une impulsion pour se recentrer et ça permet aussi à chacun de se reconnaître et d'être valorisé, d'exister et de faire exister l'autre aussi. Moi, je l'ai entendu comme ça, donc l'écoute est indispensable et elle est effectivement, j'avais bien retenu aussi le côté historique. C'est vrai qu'il y a de l'évolution dans tous les domaines. Et dans l'écoute aussi, il y a eu des évolutions. Donc merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je suis sûre qu'on aurait pu tenir 1 heure de plus parce que ça a été très intéressant. N'hésitez pas, la vidéo sera visible sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet également. Partagez-la. Les références ont été données tout au long de cette heure où on a pu partager, donc des références de livres, de lectures, d'auteurs, de pédagogues, etc. Donc c'est très très riche au-delà des 1 heure qui ont été ici partagées entre nous. Très riche aussi de référents en tout cas qui pourront vous aider à aller plus loin sur ce thème de l'écoute. Merci encore et puis à bientôt. Au revoir.